Moi, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de l'engagement. Parce qu'en tant qu'effectivement président fondateur d'une entreprise, le sujet de l'engagement, c'est un sujet qui est vraiment très important. Quand on est à la direction, on se réveille presque tous les matins en se disant comment est-ce qu'on fait pour emmener le maximum de monde avec nous. Et pourtant, je pense que sur les 10 dernières années, c'est peut-être le sujet que j'ai le plus raté. Et donc, il faut comprendre que Steeple, les premiers salariés, ça date de 2018. Et en 2018, ceux qui nous rejoignent, il y avait Clément notamment, ils ne se posaient pas de questions de pourquoi est-ce qu'ils nous rejoignaient. Ils rejoignaient une jeune entreprise avec de l'ambition, qui a un produit qui permet de changer vraiment les choses. Et donc ces collaborateurs-là, ils arrivaient même pour vous dire, ils arrivaient avec leur propre PC, leur voiture c'était celle qu'ils utilisaient. Donc il n'y avait pas ce sujet de l'engagement. Et puis, donc 2018, 2019 grandit comme ça, les effectifs grandissent un petit peu, on arrive à une dizaine de collaborateurs. Et puis en 2020, ce qui s'opère, déjà, le premier élément, c'est le Covid. Et là, on est tous renvoyés chez nous. Et là, on avait l'habitude d'échanger tous les jours, tout le temps, de partager de l'info. Donc là, on est renvoyés chez nous. Et un deuxième élément, c'est que 2020 et 2021, les équipes passent de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 salariés. On connaît une forte phase de croissance. Et en fait, pour moi, le sujet de l'engagement, c'était toujours pas un sujet. Parce que ceux qui nous rejoignaient au début, ils étaient engagés. Je ne vois pas pourquoi ça deviendrait un sujet. Et pourtant, cette croissance fait qu'on accueille des collaborateurs dans des moins bonnes conditions, qu'on les intègre moins bien, que pour les encadrer, il faut nommer des managers, et que les managers, c'est souvent des collaborateurs qui étaient avant collègues et qu'on n'a pas le temps non plus d'intégrer. Et au final, plus ça va et plus on entend une forme de bruit qui s'opère dans l'entreprise. On dit que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et bien là, ça ne faisait pas du bien à l'entreprise. Et donc, c'est une période, pendant 3 ans, où pourtant on met plein de choses en place, plein de choses en place, pour améliorer l'engagement des collaborateurs. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est des actions qui permettent d'améliorer les choses, et pourtant, ce bruit ne fait que grandir. Et c'est que l'année dernière, où finalement, il y a un mélange de plein de choses, mais c'est surtout que l'entreprise, avec laquelle on avait connu une croissance très forte du chiffre d'affaires, eh bien là, ça se calme, voire ça devient inquiétant, même d'un point de vue trésorerie. Et si je n'avais pas redressé, et avec toute l'équipe de direction, ce moment-là, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Parce qu'on avait des fondamentaux solides, avec un produit, avec des clients fidèles, mais il y en a beaucoup qui ne passent pas ce cap-là. Et donc, on a commencé à vraiment se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on avait raté sur ces dernières années. Le sujet de l'engagement est devenu un sujet prioritaire. Et on verra sur la table ronde que finalement, ça a été un sujet qui a été compliqué à gérer, qui a été douloureux pour des équipes, puisqu'en l'espace de 18 mois, il y a eu 40% des collaborateurs qui ont quitté l'entreprise. Il y a eu un renouvellement de près de 40% de l'entreprise et 80% du management. Donc une véritable réorganisation qui s'est opérée parce qu'effectivement, on ne s'était peut-être pas posé les bonnes questions, peut-être qu'on n'était pas venu comme vous aux bonnes conférences sur l'engagement. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire un sujet autour de quelque chose qui est assez profond pour les entreprises et pour les individus. On avait fait il y a 2 ans sur la communication interne, l'année dernière sur l'expérience collaborateur, et là on va encore plus profondément dans le sujet, qu'est-ce qui fait avancer les collaborateurs, qu'est-ce qui fait avancer les entreprises. Donc je vous souhaite une très bonne table ronde. Bienvenue à tous, on est ravis de vous avoir avec nous ce soir à Toulouse. Donc moi je me présente, je m'appelle Anne, je suis la responsable marketing et communication de Steeple. Mais comme je le sais, vous n'êtes pas venus ici pour m'écouter parler. Donc on va accueillir nos intervenants de ce soir. Et je vous prie d'applaudir s'il vous plaît Florence, Benjamin, Priscilla et Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plan de table, installez-vous. C'est à la bonne franquette. Parfait. Eh ben, merci à vous 4 pour votre présence et puis pour votre témoignage de ce soir. On va se partager vraiment des bonnes pratiques autour de l'engagement. Hein. Vous êtes là pour ça. Mais avant ça, on va se faire un petit tour de table juste pour que vous puissiez identifier chacun de nos intervenants ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Benjamin Pavageau, donc je dirige un cabinet qui s'appelle Encourage, spécialisé dans le développement du leadership et de l'engagement et transformation culturelle. Et je suis aussi enseignant-chercheur donc sur ces thématiques, notamment à Montpellier Business School. Bonsoir à toutes et tous, donc Priscilla Pilar, je suis manager en entreprise depuis 17 ans, DRH externalisé et aujourd'hui DRH de transition qui est mon dernier positionnement puisque j'ai particulièrement incarné la transition tout au long de ma vie professionnelle. Donc la définition du management de transition, alors en France elle n'est pas encore clairement posée, mais on entend restructuration, transformation et gestion de projet RH. Florence ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Florence Pavlovski, je suis cofondatrice de Worksharing, donc avec Léna Basile qui n'a pas pu venir ce soir, qui est à Lyon. Et on vous retrouvera aussi à Lyon, on viendra vous voir. Et Worksharing, en fait, on est une société qui accompagne les entreprises à mettre en place le job sharing. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. En entreprise qui est un outil, une nouvelle approche qui permet aussi d'améliorer l'engagement collaborateur. On a notre propre micro. Et donc, pour finir, pour vous donner un peu de contexte par rapport à mes prises de parole de ce soir, donc Steeple, c'est une centaine de collaborateurs, 90% qui sont au siège à Rennes, et après, le reste sur le territoire français et en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et donc, eux, plutôt itinérants, plutôt chez les clients que chez eux. Ça, c'est l'objectif. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, maintenant que vous savez qui est avec nous, on va entrer dans le cœur du sujet. Alors l'engagement, c'est un mot assez global qu'on voit fleurir un peu dans les entreprises et qui commence à prendre à cœur ce sujet. Mais finalement, il y a aussi une définition assez large du sujet. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse un peu plus connaissance avec chacun d'entre vous sur finalement, pour vous, c'est quoi l'engagement et qu'est-ce qui a été ce déclic qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet. Alors je vais passer la parole à Priscilla. Je saute volontairement Benjamin qui vous en parlera à la fin. Je vais garder celui-là. Merci. Alors, ça marche, oui. L'engagement, alors moi, je l'ai vraiment découvert à travers la notion de QVCT. Faut que je le colle ? Ah oui, c'est vrai que tu es un grand expert. Donc, à travers la notion de QVCT, donc pour ceux qui ne viennent pas de la fonction RH, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. En fait, j'ai découvert que c'était la résultante de démarches QVCT que j'ai pu mener en entreprise. Et cette notion d'engagement, j'ai pu la mesurer assez concrètement à travers un certain nombre d'actions et de démarches qui ont été engagées. C'est vraiment le fait de s'impliquer plus, effectivement, dans son travail au quotidien, au-delà, effectivement, de la mission qui est confiée et d'un salaire qu'on va aller chercher. Alors, je ne vais pas vous faire la pyramide de Maslow pour ceux qui sont spécialistes en RH, mais chaque collaborateur n'est pas au même endroit quand il arrive le matin au travail. C'est un vrai métier que celui des RH que de savoir quel est le levier effectivement qui va faire que le collaborateur va être impliqué dans son travail au quotidien, va pouvoir effectivement ce qu'on appelle s'engager un petit peu plus. Mais cette notion d'engagement, elle est vraiment, il y a des prismes très différents. Bon, moi j'ai un prisme très RH aujourd'hui, mais il est intéressant qu'autour de cette table effectivement on puisse en tout cas partager la vision qu'on a de l'engagement et la manière d'y parvenir surtout. Florence. Alors moi, le côté engagement collaborateur, je vais plus vous en parler d'un point de vue manager, parce qu'avant de fonder Worksharing, en fait, j'ai travaillé plus de 20 ans chez Nestlé, Beiersdorf, Mondelez, donc à des fonctions de direction marketing et commerciale. Et quand on a une équipe, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit. Enfin, voilà. Tu disais, c'est vrai que si les personnes viennent au début, c'est qu'elles sont motivées, etc. Et en fait, quand on a une équipe, quand on l'a créée, effectivement, elles vont être attirées parce qu'elles sont attirées par le job qu'elles vont faire, l'équipe, le manager, etc. Mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il va falloir les accompagner tout au long de leur parcours. Et je pense que là-dessus, pour moi, c'est la façon dont je le vois, c'est de se dire, être sûr aider les personnes à se connaître, en fait, pour pouvoir comprendre quels vont être leurs leviers de motivation. Tu
parlais un peu de motivation, et de se dire, ok, moi en tant que manager, il faut déjà que je me connaisse bien moi, et puis je vais essayer de bien comprendre quelles sont mes équipes, comment sont mes équipes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui les attire, et puis de pouvoir après proposer des projets qui vont vraiment être en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes. Et après, il y a encore plein d'autres moyens. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que le bien-être et le développement, je trouve que j'accompagne aussi des personnes pour leur reconversion professionnelle, et le travail doit vraiment être vécu comme un épanouissement de soi. Et donc, si on peut vraiment se réaliser dans le travail, c'est qu'on est dans le bon endroit, avec la bonne équipe, et qu'on peut le faire. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir y arriver, de le permettre aussi à ses collaborateurs, enfin aussi bien à ses pairs qu'à ces personnes qu'on manage. Sur ce qu'est l'engagement, oui. C'est ça. Alors j'ai appris un nouveau mot hier, c'était à une table ronde, c'est pas un nouveau mot, mais c'est motivation intrinsèque. Donc il faut que je le replace. Mais effectivement, l'engagement, c'est finalement, pour le dire autrement, c'est quelque chose d'assez personnel. Même si on fait peser beaucoup de choses sur l'entreprise, parce que le but n'est pas de détruire l'engagement, c'est évidemment, et même de le favoriser. Nous, on invite les collaborateurs à se poser la question de leur propre engagement d'un point de vue individuel. On se disait, c'est déjà se connaître. Et donc, on a mis en place quelque chose de tout simple. Vous allez voir, c'est pas quelque chose d'extrêmement sophistiqué d'un point de vue chercheur. C'est le test du dimanche soir. Voilà, c'est tout simplement, on invite tous les dimanches soirs nos collaborateurs à se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller bosser demain ? Non mais c'est tout con, mais finalement. Et en fait, de leur dire, alors oui, une fois, un manque de motivation n'est pas un manque d'engagement. On peut, et ça nous arrive tous. Par contre, leur apprendre à déceler, quand est-ce qu'eux sont en train de perdre l'engagement, c'est beaucoup plus facile que de devoir faire porter, évidemment, la responsabilité sur le management, mais déjà, ça commence par eux. Donc on leur dit, c'est pas grave si vous n'avez pas envie de venir, ce qui est grave, c'est de ne pas en parler. Et donc, on invite à avoir ce point de repère, ce déclic, pour après en discuter avec le manager. Super intéressant. Et donc, Benjamin, je vais effectivement te laisser aussi partager ta vision. Alors, avec cette casquette aussi chercheur, tu t'intéresses à ce sujet depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement ? Oui, un petit mot rapide de déclencheur, c'est d'abord l'engagement humanitaire que j'ai vécu en famille. Et voilà, donc c'est une question forte. Et aussi en accompagnant des étudiants ensuite dans l'engagement humanitaire, jusqu'à risquer leur vie. Donc dans des terrains très difficiles. Ce qui m'a poussé à faire une thèse sur le lien entre leadership et engagement et don. Donc est-ce qu'il y a, comme tu le dis, quelque chose en plus qui fait qu'on s'engage ? Et alors ce que j'ai découvert, j'ai lu beaucoup de recherches sur le sujet de l'engagement, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. Et merci d'avoir fait la distinction avec la motivation. La motivation, c'est une conséquence de l'engagement. Alors pour vous donner une image simple et pas académique, j'ai eu la joie le week-end dernier d'assister au mariage de mon fils aîné. Et donc il y a deux versants dans l'engagement. Il y a donner un gage de soi, donc c'est les alliances. Donc c'est ça en fait, c'est une alliance. L'engagement, c'est une alliance qu'on crée avec quelqu'un, avec l'organisation, avec des collègues, etc. Donc on donne un gage de soi, c'est une promesse. Et derrière cette alliance qu'on crée, on se donne en gage. Donc ingagio, le latin c'est ingagio, c'est on se donne en gage. Donc on donne quelque chose de soi en gage de cette promesse pour vérifier que la promesse, elle est accomplie. Donc il y a ces deux versants. Un versant de promesse, c'est le contrat psychologique, je rentre chez Steeple, etc. Et le dimanche soir. Et puis il y a le versant concret, qu'est-ce que je donne de moi au travail. Sur un pan plus académique, l'engagement, en fait, c'est une attitude. Et on confond souvent attitude et comportement. Donc, un comportement, par exemple, c'est quitter l'entreprise. Ça, c'est une manifestation, c'est être performant. Ça, c'est un comportement. L'engagement, c'est une attitude, c'est-à-dire, je vais avoir une représentation de mon engagement envers l'organisation, envers l'équipe, envers le travail, et c'est multi-cible.
Et c'est pour ça que c'est très difficile à mesurer, parce que voilà, on s'adresse à plusieurs cibles en même temps quand on va au travail. Et cet engagement, la définition la plus claire que j'ai trouvée, c'est celle de Klein, K-L-E-I-N. C'est un lien, une représentation qui s'exprime par un dévouement volontaire et responsable envers une cible. Donc c'est un dévouement volontaire et responsable. Donc le dimanche soir, je peux être pas motivé. Pour autant, le lundi matin, je vais continuer à être dévoué de manière volontaire et responsable. Si ce n'est pas volontaire et si ce n'est pas responsable, je ne suis plus engagé, je suis contraint. Si c'est dans la fusion, l'identification à l'équipe, à l'organisation, tu m'arrêtes à l'organisation, c'est génial et tout, d'une manière complètement fusionnelle, on n'est plus dans l'engagement, parce qu'on n'est plus dans la responsabilité. On est dans la fusion avec l'organisation, avec l'équipe. Derrière, c'est le burn-out, c'est la déception envers le manager, le dirigeant, etc. Et puis hop, on s'en va brutalement de l'organisation parce qu'on n'était pas dans l'engagement volontaire et responsable, on était dans la fusion. De l'autre côté, tout en bas, c'est par consentement, je reste là, par calcul, ou alors par résignation, j'y crois plus tellement, mais je reste là. Donc vous voyez, il y a un continuum de puissance de cette représentation qui peut être faible, qui peut être forte. Et une chose qu'on pourrait peut-être développer, c'est qu'on ne crée pas l'engagement, on crée les conditions de l'engagement. Voilà, peut-être que... Justement, déjà, ça rebondit effectivement avec ce que tu disais, Jean-Baptiste, sur on ne va pas créer, l'entreprise ne peut pas non plus tout faire, mais elle peut essayer de trouver les leviers et de mettre en place des éléments déjà pour favoriser l'engagement et au moins ne pas le détruire quand il est présent de manière intrinsèque. C'est notre petit mot clé qu'on répète à toutes les tables rondes maintenant. Alors justement, en parlant de ces leviers un peu plus concrets qui ont été mis en place, on a identifié plusieurs facteurs, plusieurs leviers. Quelque chose qui revient souvent et de manière vraiment première, enfin cette genèse un petit peu de l'engagement, c'est déjà au travail autour de la culture et des valeurs de l'entreprise. Donc justement, aujourd'hui, comment une entreprise définit ses valeurs, comment elle travaille sur sa culture, quelles sont les expériences que vous en avez faites, vous, dans vos entreprises? Ok. Donc, sur la culture, c'est comment on fait les choses ici, comment on fait les choses dans telle entreprise. Et donc, ça passe par des comportements, par des symboles, des rituels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille les nouveaux, comment est-ce qu'on dit au revoir à ceux qui partent à la retraite, etc. Et c'est aussi des process RH. Donc, c'est tout ça qui crée une culture. Et les valeurs, en fait, elles vont exprimer de manière explicite tout ce qui est en dessous. Donc, tous ces comportements, ces symboles, ces rituels, ces process. Donc, travailler sur les valeurs, c'est expliciter comment, derrière, on va travailler sur tout ce que je viens d'énoncer. Alors, si on crée des valeurs comme ça, en chambre, en codir, tac, 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 vous pouvez être sûr qu'il ne se passera rien derrière. Donc, ça nécessite une implication très forte des collaborateurs, à minima par des enquêtes. J'ai eu la chance, par exemple, de conduire un projet pour Imerys. Vous savez, c'est ceux qui font l'extraction de minéraux, leader mondial, 130 000 personnes. Donc, il a fallu, sur les 5 continents, explorer les valeurs. Voilà, donc, à minima, on a espéré comme ça pouvoir faire remonter qu'est-ce qui est commun en termes de valeurs et derrière, définir ces valeurs en termes de comportement, symboles, process, etc. Et à partir de là, on peut travailler. Ça me paraît faire écho justement avec ce que tu disais, Jean-Baptiste, en intro aussi, ce travail qui a été fait chez Steeple sur la culture, une fois que tu as remarqué qu'il y avait peut-être une dérive de l'engagement, comment tu as remis cet alignement chez Steeple? J'aime bien c'est comme ça qu'on fait les choses. Je trouve que c'est... Et donc nous... Quand on est 10-15, comme je vous l'ai raconté, on a formalisé ça ensemble dans ce qu'on appelle un culture book. Donc c'est un peu un livret d'accueil amélioré, où si vous mettez un anglais, ça fait tout de suite mieux, mais en gros, on va parler des valeurs et on va expliquer comment on fait les choses chez Steeple. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai décrit, au bout de 3-4 ans, en fait, je n'avais pas vu la dérive s'opérer, mais le truc qui m'a fait exploser, c'est quand on m'a dit « Mais en fait, on ne fait plus du tout comme ça chez Steeple, il faudrait qu'on change de culture book. »
Et là, j'ai dit, mais comment ça? Et en fait, ben oui, la culture, ça s'incarne. La culture, c'est pas juste des choses écrites sur un livre. Et donc, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on faisait plus du tout les choses comme on les faisait avant. Et encore plus, et on en reparlera peut-être, c'est que j'avais nommé des managers qui ne faisaient pas les choses, qui ne partageaient pas les valeurs que moi-même j'avais marquées dans ce Culture Book. Et donc, c'est un carnage absolu. Un carnage absolu, parce que l'entreprise ne ressemble pas du tout, ne ressemblait pas à celle qu'on avait imaginée au début. Et donc là, c'est l'histoire, je vous ai déjà raconté la fin en introduction, mais il y a eu tout ce travail qu'on est en train de débuter, qui est très long, qui est de réexpliquer aux managers comment est-ce qu'on fait les choses, et puis surtout d'expliquer on ne change pas l'entreprise, on ne change pas la culture de l'entreprise. Je n'ai pas envie de changer la culture de l'entreprise, c'est celle qui nous a fait fonctionner au début, c'est celle qui va continuer à nous faire fonctionner. Par contre, il faut admettre qu'il y a des collaborateurs qui s'épanouissent et qui peuvent s'engager beaucoup mieux dans une culture qui fit, qui en adéquation. Et que l'expression, c'est comme un poisson dans l'eau. Oui, mais si vous mettez un poisson en dehors de l'eau, il ne se sent pas bien et il le vit mal. Et donc, on a traduit cette culture en échangeant avec les managers et avec les recruteurs pour comprendre déjà, en premier point, c'est quelles sont les questions qu'on doit poser à un entretien qui permettent de comprendre que cette personne va se sentir bien chez Steeple. Et il y a un élément, par exemple, je vous donne un exemple, c'est nous, on change tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Parce que il faut aller vite sur des choses, il faut être agile, et donc il faut être agile. Et au fur et à mesure, on avait recruté des collaborateurs qui ne venaient pas avec une agilité, mais qui venaient pour avoir une structure. Ils voulaient une entreprise, alors ils voulaient une start-up, mais sans comprendre ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, il y avait des indices. Il y avait des indices dans leur CV. Quand vous faites 10 ans dans un grand groupe, l'agilité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait des questions à poser en entretien qu'on n'a pas vues. Et donc, c'est pour ça que le premier élément, ça a été de fournir aux RH et aux managers des questions qui permettent de bien comprendre et de cibler les valeurs de ces personnes, des caractéristiques, on parle de soft skills, du savoir-être finalement, pour tout simplement qu'ils soient épanouis et plus tard engagés. Alors maintenant j'ai peur de dire des choses et de me faire contredire, mais donc ça c'est une mesure concrète. Et l'engagement, je suis sur le recrutement, ne finit pas juste au moment où vous signez le contrat. Il y a la période d'essai, puis après il y a toute la continuité du collaborateur pour savoir si vraiment il est en adéquation avec l'entreprise. Tu veux rebondir, Florence, justement? Merci. Oui, je voudrais rebondir avec deux choses en fait. Pour l'avoir vécu donc chez Beiersdorf, Nivea, il y a une culture qui est qui est quand même très marquée depuis des années. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans. Et puis des valeurs. Et les valeurs, elles ont un petit peu évolué à un moment donné. Donc elles ont été définies par le groupe, j'imagine peut-être avec un cabinet de conseil. Et ensuite, elles ont été en fait partagées en fait avec toutes les équipes dans le monde entier. Et en fait, je me souviens à l'époque, on avait fait des workshops. Il y a une journée, en fait, on a travaillé sur nos valeurs, donc avec notre équipe, et pour se dire, ok, cette valeur, donc il y avait la valeur courage, confiance, care, trust, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Parce que c'est joli ces valeurs, mais bon, souvent ça reste des mots. Donc qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Comment on peut les vivre dans notre quotidien? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action concrète pour pouvoir le faire? Et donc je pense que ça c'était important parce que je ne sais plus qui disait tout à l'heure, mais l'idée c'est pas juste. Enfin, moi personnellement en tout cas, je suis pas pour le top-down comme ça. Je pense que pour qu'elles vivent, il faut que les gens aussi y participent et qu'ils y croient. Et que, comme tu disais, il faut qu'ils les incarnent, mais à tous les niveaux. Et je pense que le gros challenge aussi, par exemple dans les grands groupes, c'est qu'on a des belles valeurs, mais quand on regarde les gens qui sont au board, parfois on peut se poser la question, nos grands managers les incarnent pas forcément. Et typiquement, chaque année, on avait une étude, je crois que c'est avec Gallup, justement pour faire un peu le point, le bilan un peu santé, entre guillemets, bien-être des collaborateurs. Et il y avait aussi des questions sur chacune des valeurs. Et on devait dire, est-ce que vous trouvez que notre top management incarne bien ces valeurs, les faits, etc., même votre manager et vos collaborateurs? Et voilà, et là, c'est le moment où on peut se dire, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Et après, on avait des moments de débrief, justement, sur cette
sur cette enquête Gallup et de se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on peut se remettre en question et pour se recadrer, se recentrer, se réaligner sur les valeurs. Donc ça, je trouve que ça, c'est au niveau groupe. Après, je dirais aussi, alors moi, en tant que manager avec mon équipe, ce qui a été important pour moi quand je suis arrivée sur un nouveau poste avec ma nouvelle équipe, il y a évidemment la culture et les valeurs de l'entreprise, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir comme culture et valeurs aussi pour sa propre équipe. Évidemment, il faut être aligné avec le groupe, mais on peut aussi incarner, avoir certaines valeurs qui sont un peu plus spécifiques. Et donc pour moi, ça a été important de se faire un workshop, une journée effectivement ouverte pour réfléchir, OK, culture, ça va être quoi notre culture? Comment est-ce qu'on veut se parler? C'est quoi notre tonalité? Comment on fonctionne? Et de se l'écrire en fait, se faire un peu une charte. On s'est fait une charte. Où chacun, ça venait vraiment de chacun. Et pareil, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important, et puis comment on va le vivre au quotidien. Et après, ça a été, parce que c'est pas le tout, comme tu disais, de l'écrire dans un livre ou sur un beau papier, c'est après de le vivre au quotidien. On s'est dit, après régulièrement, on s'est fait des points à chaque fois. Alors, une fois par mois, on avait des réunions d'équipe toutes les semaines, mais une fois par mois, c'est OK. On en est où par rapport à notre fonctionnement? Il y en a un qui prenait le rôle, OK, là, attention, on dérive un peu, il faut qu'on se réaligne par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc c'est important, en fait, au quotidien, régulièrement, de se refaire le point et d'avoir le courage, en fait, de se donner des feedbacks, de dire, écoute, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne pas. Mais pas que manager à manager, c'est aussi entre collaborateurs et puis, on va dire, le manager aussi au manager. Donc, et puis, une fois par an, s'ils se remettent au vert, se dire OK, bon, est-ce qu'il faut qu'on se réaligne, qu'on réadapte, peut-être qu'on va remodifier un peu, etc. Puis quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, être sûr qu'elles puissent aussi être onboardées. Alors, je partage bien sûr l'ensemble des bons conseils. Je dirais que je vais prendre le sujet à l'envers. Il n'y a rien de pire. Alors, pour l'avoir vu chez des clients en tant que DRH externalisé, pour l'avoir subi en tant que collaboratrice salariée, il n'y a rien de pire que d'afficher des valeurs, une culture, et en fait que ce soit faux. On s'en aperçoit très très vite, la période d'essai, ça sert à ça. Et là, c'est terrible, d'autant plus quand on est dans la fonction RH, parce qu'on se sent doublement, je dirais, trahi. Et en fait, alors derrière, c'est la catastrophe en termes, effectivement, pour attirer les talents et les retenir. Donc, il ne suffit pas, effectivement, de se dire on va poser une culture et des valeurs. Il faut bien sûr les co-construire. Ça, c'est le prisme aussi QVCT qui reparle, mais il faut tout co-construire avec ses collaborateurs. Pas que la culture et les valeurs de l'entreprise, mais c'est quand même un socle sur lequel, effectivement, au quotidien, on doit s'appuyer. Le fait de le faire incarner par le CODIR, évidemment. Et la dernière entreprise que j'ai accompagnée là, très récemment, j'ai trouvé en tout cas leur action très très bien. C'est une nouvelle direction générale qui s'est installée avec des nouveaux acteurs. Et en fait, ils viennent de fêter leurs 10 ans et ils se sont dit, un membre du CODIR, chaque membre du CODIR va porter une valeur. Et la DRH du groupe avec laquelle j'ai travaillé, qui est une DRH vraiment formidable, a incarné l'authenticité. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que vous la voyez, ouais, elle est authentique. Et ça veut dire qu'au quotidien, dans sa propre équipe RH dont j'ai fait partie, au quotidien, quand elle parlait avec les collaborateurs, sa parole est vérité. Il y a un gage de confiance. Et cette confiance-là, quand on est en onboarding dans une entreprise, on peut en tout cas essayer de l'avoir qu'une fois, et quand on la perd, c'est terminé. Donc derrière, pour maintenir un collaborateur engagé, au-delà effectivement d'une période d'essai, parce qu'il va se dire, allez, économiquement, je reste là, même si je sens qu'effectivement, on est en train de me la faire à l'envers, je reste dans l'entreprise, mais en termes d'engagement derrière, on ne va vraiment pas avoir le même niveau d'engagement. Ça me fait penser justement... Tu voulais rebondir? Je voulais dire, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que parfois les valeurs peuvent évoluer et c'est aussi OK que la personne soit plus en phase avec ses valeurs. Donc, elle peut aussi décider de partir. Enfin, après, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ton entreprise, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Voilà. Alors, il y a une grande différence pour moi entre des valeurs qui peuvent évoluer et un chef d'entreprise, à un moment donné, peut décider de faire évoluer ses valeurs. Sa culture, elle reste, en fait. Quand on crée son entreprise, la culture, elle reste. Parce que c'est ce qui fait que c'est le squelette, en fait, de son entreprise. Mais derrière, oui, une valeur peut évoluer. Après, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais c'est quand tu mens sur ta valeur. Déjà, à mon avis, c'est que tu te mens à toi-même quand tu es dirigeant ou quand tu as ton CODIR qui ne respecte pas et ne ressemble pas à ces valeurs-là.
Et ça veut dire que c'est une catastrophe derrière pour l'équipe RH aussi qui met en œuvre cette fameuse culture et ces valeurs. Une petite anecdote vécue, un exercice assez redoutable mais très constructif, c'est de proposer des 360 au CODIR basés sur les valeurs. Donc il y a des outils qui existent. Et on a fait ça, ce travail-là, avec un client de Ressia. Et en fait, c'est assez puissant pour les dirigeants, les managers. C'est pas que négatif de voir, j'incarne pas vraiment l'authenticité. C'est plutôt comment est-ce que je pourrais mieux l'incarner, quelles sont mes forces, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et en fait, ça peut faire du bien aussi à nos dirigeants, quoi. C'est toujours un peu facile de cracher, d'être négatif sur les dirigeants, sur la question des valeurs. Mais voilà, il y a un travail à faire. Et s'il y a juste un truc que je voudrais rajouter, c'est par rapport à la culture. Tu disais la culture, elle est intrinsèque à l'entreprise. En revanche, quand il y a des fusions d'entreprises, chacune vient avec sa culture. Et ça reste un challenge. Enfin, je vois chez... Alors, Mondelez, avant, c'était Kraft, Jacobs, Suchard. Enfin, il y a eu des... Lu a été racheté. Enfin, chacun vient quand même avec des cultures qui peuvent être très différentes, soit américaines, soit françaises, soit paternalistes. Et là, il va falloir quand même se réaligner. Enfin, il va falloir travailler ensemble. Mais c'est pas évident. Enfin, on ne peut pas tout renier. Et donc, ça va être de trouver peut-être le bon équilibre. Mais ça, pour le coup, c'est un challenge, je trouve. J'ai pas forcément la réponse. On a parlé, il y a ce mot incarné qui est beaucoup revenu et vous avez parlé de la direction, des managers, des collaborateurs eux-mêmes. Et justement, en parlant de ces managers, Jean-Baptiste, tu disais en intro, il y a eu un renouvellement parce que des managers n'étaient plus en accord avec la culture. Comment et pourquoi c'est essentiel de les impliquer finalement? Comment tu les impliques et pourquoi c'est essentiel? Déjà, comment on les choisit, effectivement. Parce que si, effectivement, il faut choisir ces collaborateurs qui peuvent s'épanouir dans l'entreprise, il faut choisir les managers, aussi avec finalement, avec une culture de l'entreprise exacerbée chez eux. Il ne faut pas qu'il y ait de désalignement possible. Donc ça, c'est le premier point, être clé là-dessus. Puis après, un manager, il faut l'accompagner. Alors on dit, est-ce que c'est un nouveau métier ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est plein de nouvelles compétences. Et il y a notamment quelque chose que j'ai vu aussi, j'ai constaté, c'est qu'il y a quelque chose qui met du temps pour un manager à acquérir, c'est le courage managérial. Et ça demande beaucoup d'accompagnement, et notamment pour des équipes qui avant étaient collègues, et qui du jour au lendemain, on lui dit t'es pas seulement collègue maintenant, non, t'es manager. Et donc nous, on essaye quelque chose là-dessus, et qui n'est pas facile, c'est d'expliquer au manager, ok, tu as ton équipe, très bien, mais c'est pas, je ne vais pas dire ta vraie équipe, mais c'est pas ton équipe principale. Ton équipe principale, c'est celle des autres managers. Parce que quand tu auras une difficulté, c'est vers eux que tu vas te tourner. C'est vraiment eux tes piliers maintenant et ta nouvelle équipe dans l'entreprise. Et ça, c'est un chemin qui n'est pas évident à comprendre, mais quand vous arrivez, finalement, c'est vraiment la clé. En effet. Et du coup, donc maintenant, on a vu ces managers, on a vu ce travail sur la culture, et maintenant, on va se parler concrètement au quotidien, puisque vous avez parlé, les périodes d'essai, ça fait un bon test, mais bon, une fois qu'ils ont passé la période d'essai, il ne se passe pas plus rien jusqu'au départ. Donc concrètement, au fil de l'expérience collaborateur, comment vous avez maintenu cet engagement dans le temps? Ça peut être, on a tout ce qui tourne autour de l'onboarding, après de le parcours, comment on fait pour faire évoluer les collaborateurs, qu'ils aient toujours cette passion, l'offboarding éventuellement, on a les salariés boomerang maintenant aussi qui reviennent, donc comment vous créez au quotidien de l'engagement dans vos entreprises? Priscilla, je te parle, passe le micro. Alors, juste pour terminer sur l'onboarding, alors on s'est quand même un peu plus professionnalisé dans la fonction RH depuis quelques années, heureusement. Ne le négligez pas, par pitié. Il y a des très bons outils qui y aident. Steeple fait partie de ces outils-là. Donc, c'est vraiment important d'investir dans un processus d'onboarding digne de ce nom, parce que c'est la première image que le collaborateur va recevoir dans l'entreprise. Passé cet onboarding, on se dit que ça y est, c'est bon, on a gagné, on a fait notre job, le collaborateur est content. Derrière, il y a cette notion vraiment de maintien des compétences, de développement des compétences. Alors, il y a des obligations légales en fonction des métiers, etc.
mais je passe cette partie vraiment réglementaire. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les talents. Donc aujourd'hui, on parle de développement RH. On a de superbes outils pour le faire aussi. Ça veut dire que j'identifie les talents, je prends le talent là où il est, chacun n'est pas au même niveau, et j'essaye d'accompagner chaque collaborateur par des plans de formation, ce qu'on appelle maintenant des plans de développement de compétences, mais pas que. On a quand même un peu upgradé aussi ce sacro-saint plan de formation, et on parle effectivement de gestion des talents et des carrières. On parle de people review, on parle effectivement vraiment d'impliquer aussi la ligne managériale dans le fait effectivement d'évaluer les talents, d'aller les chercher lorsqu'ils sont un petit peu cachés dans les équipes. Donc c'est vraiment de donner la possibilité de se développer et de créer un vrai parcours de carrière pour les collaborateurs. Après, c'est de répondre et d'être présent au quotidien. Un outil comme Steeple le permet, puisqu'effectivement, c'est la communication interne, évidemment, est un outil qui est une ligne directrice complètement indispensable dans la notion d'engagement. Et si on avait une première, pour moi, c'est la communication interne. Par ailleurs, derrière, il s'agit effectivement également d'accompagner à la sortie. Donc, je fais ma vie, je développe mes compétences, je pose des questions RH, on y répond et pas dans 4 ans. Et puis, quand je sors, c'est ce qu'on appelle l'offboarding. On l'a aussi un peu marketé en RH, parce qu'on fait du marketing RH maintenant dans la fonction. Et en fait, c'est de dire, je ne laisse pas le collaborateur partir comme ça. Surtout, j'essaie de comprendre pourquoi il s'en va. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement, je ne suis plus alignée avec les mêmes valeurs que toi. Et c'est OK. J'ai fait un bout de chemin chez toi, on s'est donné, on s'est apporté mutuellement. Mais maintenant, je poursuis ma vie ailleurs et c'est OK. Mais il faut effectivement accompagner, essayer de comprendre pourquoi ça part. Quand on est sur du licenciement, on essaye de le faire le plus proprement possible parce qu'on reste sur de l'humain. Et n'oubliez pas que effectivement, le collaborateur qui sort, c'est quand même celui qui va avoir un voisin qui peut demain effectivement coopter en disant « Oh, mais je suis sortie très bien parce que j'ai fait mon chemin, mais par contre, elle est vraiment super cette entreprise, ils ont de belles valeurs humaines et surtout, ils ont des valeurs qu'ils incarnent. » Voilà. Moi, j'avais envie de revenir sur les managers, sauf si on a dépassé rapidement. Non, mais pour moi, ce qui est important, c'est effectivement la posture du manager au sens leader, hein, qui va créer l'engagement. Et d'où vient cet engagement? C'est d'abord par une histoire personnelle. Donc, il y a un travail à faire sur soi, chez le manager, chez le dirigeant. Et alors, j'ai aucun conflit d'intérêt avec Jean-Baptiste, mais j'ai apprécié ton introduction, parce que ça fait partie des clés de pouvoir exprimer, en racontant un récit, quelque chose qui a été difficile, qui est authentique. Et c'est souvent en racontant ses difficultés, plutôt que ses réussites, qu'on crée de l'engagement, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a donné de soi, comment on a dépassé les choses, on a laissé la parole aux autres, on a créé une communauté de travail. Et ça, c'est vraiment la clé pour moi de l'engagement ou du désengagement. C'est-à-dire que la première raison de quitter une entreprise, c'est la relation avec le manager. Ça, je ne sais pas si vous le savez. D'une part. D'autre part, 50% des générations Z ne veulent pas être managers. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu de revaloriser la posture du manager qui a été vu jusque-là comme le super-héros qui doit tout maîtriser. Non, justement, il doit être capable d'exprimer ses difficultés, d'embarquer les autres dans une discussion collective sur le travail. Et sur les difficultés que vit aussi le manager, et son leadership passe par ça, par ses capacités à exprimer, voilà, et ce qui le rend d'autant plus authentique et légitime pour se donner au travail auprès des autres. Et voilà, donc c'est ce que j'ai découvert aussi dans mes recherches. Et là, oui, pour le manager, ce que je me disais aussi, c'était que tu disais il faut son leadership. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il connaisse aussi son style de leadership. Parce qu'en fait, moi, dans ce que j'ai pu observer, dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, il y a un peu un formatage, c'est-à-dire qu'on voit là tous ceux qui sont dans les dans les fonctions top manager ou board, etc. Ils ont tous un peu le même profil. Je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme. Bon, mais souvent, en gros, il n'y avait que les 8 qui étaient au board. Enfin, numéro 8, voilà, c'est un certain style de management. Bon, c'est assez directif, etc. Aujourd'hui, quand on voit la jeune génération, effectivement, fonctionne différemment. Et la richesse, je trouve, de notre société, c'est quand même d'avoir des profils très différents. Et avec cette richesse,
je trouve pour créer l'engagement, c'est encore plus fort. C'est de se dire, OK, déjà mon manager, il a son style de management, mais il faut déjà qu'il soit à l'aise avec son style de management. Et puis, c'est ça aussi qui va donner envie. On va aller aussi travailler dans une équipe parce que ce management nous correspond. Donc, il y a tout ce travail je reviens à ce travail de connaissance de soi et d'éviter peut-être le formatage, en tout cas d'encourager accéder à son type de management. Et deuxième point aussi que je voulais partager, c'était par rapport à l'authenticité. Je sais que moi, pour créer l'engagement aussi dans mon équipe, c'était de se dire, on va parler de nos succès, de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Et donc, systématiquement, chaque réunion hebdomadaire, on commençait par les success et fuck-ups of the week. Bon, désolé, j'étais en anglais, donc c'est vrai que c'est un peu cash. Mais, et donc, chacun notre tour, aussi bien moi le manager, et puis aussi avec mon partenaire et les autres équipes. Et en fait, ce qui est super avec ça, c'est que les succès, ça fait du bien, on les fête et tout, on est content pour les autres. Mais c'est surtout, en fait, là où on apprend le plus, effectivement, c'est sur les fuck-ups. Et c'est de se dire, ok, toi, voilà mon fuck-ups de la semaine. Et déjà, d'oser le dire. Et puis, en fait, avec les autres vont vous aider aussi à trouver des solutions. Déjà. Et puis, c'est aussi de se dire, ok, je ne suis pas le seul dans une mauvaise posture. Ça arrive aussi. Pardon, mes mots sont horribles ce soir. Mais voilà. Et puis, voilà. Je trouve que ça permet de relativiser les choses. Et en fait, c'est là où on apprend plus, c'est là où on est beaucoup plus créatif. Et en termes d'engagement, on se dit, ok, je peux être moi-même. Et oui, je ne suis pas non plus 5-star tous les jours. Et comme on voit sur les réseaux sociaux, on montre que les super réussites. Non, en fait, la vraie vie, c'est aussi des moments difficiles. Et en fait, c'est là où on se serre les coudes. Et la collaboration, elle va être bien plus importante, en fait. Je ne sais pas si tu voulais rebondir. Non. Mais sinon, je passe à la question suivante. J'avais envie de réagir parce que tout est croisé, c'est ça qui est formidable. Sur le sujet des carrières aussi. Ça, c'est un truc où on a pas mal merdé ces derniers temps aussi chez Steeple. Et c'est en fait, encore une fois, quand vous rejoignez une entreprise qui est en pleine croissance, celui qui arrive et qui démontre son engagement et ses compétences, eh bien, il évolue dans l'entreprise. Et tout le sujet, c'est quelles sont les perspectives que vous donnez à vos collaborateurs. Et ça, tu as parlé je ne sais pas si tu as parlé des plans de carrière, ou c'est comme ça que tu l'as appelé ? La gestion des carrières. Et effectivement, c'est montrer, ok, il y a plusieurs manières d'évoluer dans une entreprise, mais on peut évoluer. On peut évoluer verticalement, on peut évoluer horizontalement aussi, on peut évoluer même sur son expertise. Ça aussi, c'est de se dire qu'il y a plein de possibilités. Et notamment sur un sujet qui m'intéresse, qui est la mobilité interne, qui est très souvent délaissé aussi, parce que finalement, et je discutais l'autre jour avec un chef d'entreprise qui me disait, oui mais attends, moi je ne mets pas de mobilité interne dans l'entreprise. Je lui dis pourquoi ? Il me dit, parce que moi je suis déjà en galère pour chercher des gens, si en plus quand j'ai un poste, c'est un autre qui le prend, ça fait que déplacer la galère. Et je lui dis, mais cette personne-là, est-ce que tu as des gens qui s'en vont parce qu'ils en ont marre de faire leur boulot ? Il me dit, oui, tout le temps. Et je lui dis, est-ce que si jamais tu fais changer de travail à une personne, que tu lui apportes de la nouveauté, de la découverte, que tu lui fais apprendre, tu ne crois pas qu'il va rester un peu plus longtemps ? Et il ne lui a pas fallu 2 secondes pour dire, en fait, il y a un truc tout con, c'est que j'ouvre en mobilité interne. Si jamais quelqu'un est intéressé, il passe. Et puis finalement, ça nous fait toujours qu'un seul poste à recruter. Et ouais, parce qu'en fait, notamment, alors il y a ces nouvelles générations, et on voit que les 30-40 ans dans la même entreprise, les médailles du travail, on n'en aura plus beaucoup. Il y a des nouvelles générations, elles ont envie de changer de job, mais elles ne vous disent pas qu'elles ont envie de changer d'entreprise. Donc ça, c'est aux entreprises de mettre en place ces parcours, d'accompagner pour apporter de la nouveauté, pour réengager. Il y a cet engagement, justement, à maintenir dans le temps, alors l'évolution, et puis il y a aussi des nouvelles approches qui émergent. Je crois que justement, Florence, tu en as une à nous présenter aussi ce soir. Oui, tout à fait. En fait, je voulais vous parler du job sharing. Alors, qui connaît le job sharing ? Qui en a déjà entendu parler ? Personne ? Non ? En fait, le job sharing, c'est quoi ? C'est le fait d'exercer un poste à temps plein à 2 personnes. 2 personnes qui sont donc à temps partiel et qui exercent un même poste en co-responsabilité et puis en co-leadership s'il y a une équipe à manager. Donc ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que une personne, l'idéal c'est que chacune des personnes travaille minima à 60%.
Après, ça existe aussi du job sharing avec 2 personnes à 100% sur un même poste. Et moi, en fait, je l'ai expérimenté, découvert en Allemagne, où là, en fait, à l'étranger, en fait, c'est beaucoup plus répandu. C'est-à-dire qu'en Allemagne, États-Unis, Suisse, Angleterre, en moyenne, il y a entre 25 et 30% des entreprises qui pratiquent déjà le job sharing. En France, c'est très, très peu connu. Et quand je suis rentrée en France, c'est pour ça qu'avec Léna, on s'est retrouvés sur le sujet. On s'est dit, non, mais ça, c'est vraiment une nouvelle approche qui va permettre, en fait, en quoi le rapport avec l'engagement collaborateur, c'est quoi? C'est qu'en fait, concrètement, ça permet aux collaborateurs d'améliorer, d'avoir vraiment cet équilibre vie pro, vie perso, mais tout en continuant sa carrière. Parce que, concrètement, aujourd'hui, si vous travaillez à temps partiel, c'est quand même très compliqué d'avoir un niveau de responsabilité qui soit un peu plus élevé. Enfin, les personnes qui travaillent à 50%, je ne sais pas si tu en as dans ton entreprise, mais les postes de direction, je n'en connais pas. Voilà. Et donc, ça permet effectivement de continuer à évoluer dans sa carrière, et tout en ayant cette vie pro, vie perso, et du coup, un engagement encore plus fort pour l'entreprise. Parce que pour l'avoir vécu, en fait, moi, je travaillais donc à 60%. Donc, du lundi au mercredi, c'était moi. Et mon job partner, c'était du mercredi au vendredi. Donc, on a fait le mercredi en commun. Et le mercredi, ça servait à quoi? Ça servait déjà à se faire les passations sur les dossiers, mais surtout à se challenger. En fait, ça renforce la créativité. C'est qu'on est à 2 cerveaux sur un même poste. Donc, forcément, on se dit toujours, nous, 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait pas 3, ça fait même 4. Parce que c'est du plus pour le duo, pour l'équipe managée, pour le manager et pour l'entreprise. Et en termes d'impact sur la productivité aussi, on voit, c'est beaucoup plus important, c'est entre 20 et 30% pour l'ensemble de l'équipe. Donc c'est vraiment un plus. Et par rapport à ça, en fait, il y a aussi d'autres avantages qui prônent aussi pour l'engagement collaborateur, la mobilité interne, typiquement. Je vois, moi, j'étais sur mon poste à 100% et j'ai décidé de passer à 60% parce que j'avais envie de me former en fait à du coaching, etc. Donc, qui était aussi intéressant pour l'entreprise. Et Thomas, donc, qui m'a rejoint sur ce poste-là, lui avait besoin en fait d'avoir du temps pour faire un PhD, un doctorat, donc pour des personnes qui veulent reprendre leurs études. Et lui, en fait, connaissait pas mon métier. Donc, il est passé. Moi, j'étais à la partie commerciale et lui était au marketing. Et en fait, il est venu travailler au commercial avec moi. Et donc, en termes de mobilité interne, ça facilite encore plus, aussi bien pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise, les possibilités. C'est aussi moins de risques, entre guillemets, pour l'entreprise. En termes de formation, c'est beaucoup plus rapide. C'est aussi moins de coûts de formation pour l'entreprise. Donc, ça permet la mobilité, ça permet aussi, typiquement, une personne qui... le job sharing, ça peut être pour certains moments de votre vie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour toute sa vie, mais la question de la parentalité, c'est une question. Beaucoup de femmes, en fait, il y a ce plafond de verre qu'on peut pas atteindre, et du coup, en termes d'engagement, ça va être compliqué de continuer à poursuivre sa carrière. Là, c'est aussi un moyen pour pouvoir le faire. Et ce que je voulais aussi, je pensais à un autre truc, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. En termes, par rapport à l'engagement, c'est aussi se dire, en termes de, tu parlais de la QVCT, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous travaillez à 100%, moi du lundi au mercredi, j'étais chez Beiersdorf, j'étais à fond sur Beiersdorf. Jeudi et vendredi, c'était pas Beiersdorf, je savais qu'il y avait Thomas qui y était, donc je n'y pense pas. Je fais autre chose. Mon cerveau, franchement, se régénère. Et le lundi matin, j'arrive avec des idées encore plus fortes, encore plus motivées que jamais. Le dimanche soir, je me disais, ouais, c'est cool, je reviens chez Beiersdorf. Et puis, donc je cochais la case OK. Et puis j'étais contente parce que Thomas m'avait laissé un message pour me faire la passation, etc. Et on arrive avec des nouvelles idées. La créativité, elle est beaucoup plus importante. Et donc forcément, je me dis, oui, je suis contente de travailler pour cette entreprise parce que j'ai cette possibilité-là. Voilà. Tu as mentionné justement la QVCT. Je sais que c'est un sujet, Priscilla, sur lequel tu travailles beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et alors juste en fait, pour la petite anecdote, plutôt que Thomas t'appelle, il passe effectivement par l'application Steeple. Oui. Voilà, clin d'œil au passage. Ça, alors en fait, je vais faire le lien au niveau de la QVCT. Ce dont vient de vous parler Florence, donc le job sharing, c'est l'organisation et les contenus du travail. Alors, moi, j'ai été formée à l'ANACT, donc c'est quand même le père ou la mère de la QVCT en France, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail pour ceux qui ne sont pas de la RH. Et à l'ANACT, en fait, il y a ce qu'on appelle la marguerite de la QVCT. Il y a 6 grandes thématiques qui
couvre la fonction RH, grosso modo. Dans cette QVCT, vous avez effectivement l'organisation et le contenu du travail. Donc le job sharing est un bon outil pour effectivement moderniser et faire évoluer le contenu de l'organisation du travail. Il y a la santé-sécurité au travail. Il y a le dialogue social, nos chères institutions représentatives du personnel. Vous avez le développement des compétences dont on vient de parler, l'égalité au travail. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet très réglementaire. Nos fameux index EGA-Pro, etc. Je vois des collègues RH qui sourient dans la salle. Bon, il n'y a pas que du légal dans l'égalité professionnelle, et il y a le management. Et en fait, là, ce qui est important, c'est aussi ce soir de vous partager un concept, alors moi dont je suis devenue fan, le concept que Benjamin en fait a créé, qui est le leader donateur. Et tout à l'heure, en fait, on disait qu'il y a... Alors, j'ai été manager, et en fait, il y a un parcours. Il y a un parcours de vie, il y a un parcours de vie professionnelle, et jamais très loin du perso non plus. Et en fait, on apprend à se connaître. On a une storytelling. Donc, pour tous ceux qui sont communicants dans la salle, vous savez ce que c'est. Donc, cette storytelling, effectivement, c'est bien de comprendre par quelles étapes on est passé dans sa vie de manager, pour être capable à un moment donné d'accompagner ses collaborateurs au quotidien et d'aller effectivement trouver les bons leviers d'engagement dont on parlait tout à l'heure. Donc cette démarche qualité de vie au travail, moi, si vous n'en avez jamais engagé, ou alors vous l'avez fait mais vous n'allez pas marketer en tant que QVCT, je vous engage effectivement à en engager une sous un ou plusieurs des items au sens de l'ANACT. La méthode effectivement est quand même assez percutante. Et je repasse la main en fait à Benjamin, parce que je pense que c'est important ce soir de vous partager ce concept de leader donateur. Si tu veux nous en parler quelques instants. C'était pas prévu, mais Anne est d'accord. Non, l'idée est toute simple, c'est que j'en ai quand même un petit peu parlé, mais c'est qu'en fait, l'engagement, donc c'est donner un gage de soi, c'est donner quelque chose de soi. Et au travail, la question, c'est pas que faire plus d'heures, dépasser le temps de travail, etc. Ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est donner quelque chose de sa créativité, c'est donner des conseils, etc. Et donc, les leaders, ce que j'ai pu remarquer, étudier, mais aussi en rapprochant différentes théories, c'est qu'en fait, en donnant une part de soi, donc toute leur expérience de vie, leur expertise, une attention à l'autre, une présence à l'autre, un accompagnement sur les questions de vie perso-pro, quelquefois prendre un risque pour eux, etc., suscite un engagement très très fort en retour. Mais pour ça, il faut que ce soit ajusté à soi et à autrui. Et donc la logique du don est très puissante parce que en fait, c'est une sorte de circulation qui peut être vertueuse, mais aussi c'est le cercle de mort. Si vous regardez toutes les grandes tragédies, toutes les grandes histoires, je vous mets un petit peu le virus, vous regardez une série ou un film, il y a toujours une question du don qui est mal ajusté. Don pour manipuler l'autre, pour le prendre, pour le saisir, etc., à son profit. Et l'entreprise peut faire ça avec ses collaborateurs. Les managers peuvent faire ça avec les collaborateurs. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que moi j'ai reçu? Comment est-ce que j'apprends à recevoir? Je m'approprie ce que j'ai reçu des autres figures de managers, etc. Comment ils se sont engagés? Comment est-ce que moi, je me suis engagé grâce à leur exemple? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres pour qu'ils s'engagent de manière ajustée à eux-mêmes, à leurs collaborateurs, à leurs collègues et à l'entreprise? Voilà. Donc, c'est ça le concept. Merci. Et justement, pour rebondir sur cet ajustement aussi et cet alignement de ce qu'on partage, chez Steeple, on a mis en place récemment une manière aussi de travailler sur le sens et l'alignement régulièrement et au quotidien avec tous les collaborateurs, les managers et la direction. C'est le principe des OKR. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je peux. Moi, j'aime bien cette anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle du tailleur de pierre. C'est connu, mais je vous la donne pour vous. C'est l'histoire de quelqu'un qui est sur un chemin et sur son chemin, il voit un tailleur de pierre le long du chemin, mais un tailleur de pierre qui taille sa pierre comme jamais il en a vu, avec un engagement total, avec une motivation totale aussi, les deux. Et donc, il est un peu étonné, donc il s'arrête, il n'a jamais vu ça. Et donc, il va le voir et il lui dit « Mais monsieur, mais vous taillez merveilleusement bien cette pierre, pourquoi ?» Il dit « Mais parce que je construis une cathédrale et elle sera là dans des centaines d'années. » Et c'est en fait, c'est cette question du sens qu'ont les collaborateurs dans leur travail. Est-ce qu'ils savent
qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et ça, par exemple, on est dans le sujet de la grande distribution, le sens n'a jamais été aussi présent que pendant le Covid, quand tout était fermé et qu'en fait, les gens dans la grande distribution se sont rendus compte qu'ils nourrissaient la France. Et c'est pareil, nous on s'est rendu compte aussi, parce que je vous partage tout ce qu'on a merdé aussi, on s'est rendu compte qu'à un moment, les collaborateurs ne se rendaient plus compte chez Steeple de ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils faisaient réellement. C'est que nous, on permet à des collaborateurs qui sont parfois éloignés du digital, éloignés du terrain, d'être informés de ce qui se passe dans l'entreprise, de créer du lien entre eux, ce qu'on peut appeler des cols bleus et des cols blancs. Et ça, on avait arrêté de le communiquer et les collaborateurs qui nous rejoignaient avaient arrêté de rejoindre ce projet-là. Et donc, la technique des OKR, c'est un outil qui permet tous les trimestres d'expliquer, OK, on a les objectifs de l'entreprise pour le trimestre, qui nourrissent l'objectif de l'année, qui nourrissent l'objectif de la décennie. Donc, on est allé jusque-là. Et donc, c'est de se dire, OK, moi, ma tâche, et pour comprendre un petit peu, il faut vraiment s'imaginer que l'image, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout simplement. Il faut s'imaginer que les plus grandes rivières, vous avez des petits ruisseaux à un moment qui remontent et puis qui se rejoignent, et puis le flux devient de plus en plus grand. C'est la même chose dans une entreprise. Donc, c'est être capable de se dire, OK, donc tous les trimestres, on dit voici notre objectif pour le trimestre, et les collaborateurs vont travailler ensuite en atelier à se dire, moi, si jamais je fais cette initiative, cette action, ça va avoir un impact là-dessus, qui va avoir un impact là-dessus, qui va répondre. Et chacun est responsable de ses actions, et il peut se tromper, il n'y a pas de problème. Et tout ça est consigné dans un tableau qui est disponible à l'ensemble de l'entreprise, et tous les mois, et c'est dans ce sens où la communication interne aide beaucoup, parce que tous les mois, toutes les semaines, on a ces actions, on va communiquer dessus avec toujours le sens de « OK, ce que je fais maintenant sert à ça, qui sert à ça, qui sert à ça ». Méthode bien efficace, effectivement. Mais alors tout ça, tout ce qu'on vient de se dire, une fois qu'on a réussi à susciter, ou qu'on met en place ces actions pour susciter l'engagement, on va conclure d'ailleurs sur ces mots. Je vais vous demander en une phrase à chacun d'entre vous, finalement, ouais, en une phrase, je sais que c'est pas facile, mais t'es rodé maintenant. En une phrase, c'est quoi pour vous l'impact de l'engagement des collaborateurs ? Et une phrase vraiment ou une phrase commentée ? Ça se négocie. Non, alors, je vais quand même essayer de me prêter à l'exercice. L'engagement collaborateur au service de la performance des entreprises. Moi, j'apprécie que vous ayez mis au service de la performance plutôt que l'engagement égale performance, parce que ça n'existe pas. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. On ne peut pas dire « je suis engagé, donc je suis performant » et faire un lien direct entre engagement et performance, ça n'est pas prouvé. Donc j'ai envie de dire, pour terminer, pour être précis, la performance de l'organisation au service de l'engagement des collaborateurs. Donc en fait, d'inverser la phrase, parce que je pense que c'est la performance, les OKR, etc., tout ce que tu dis sur la QVCT, etc., qui vont permettre l'engagement. Et donc, beaucoup d'effets bénéfiques multiples. Moi, je dirais donner, en un mot. Donner de votre temps, de votre expérience, donner de la QVCT, parce qu'au finalement, vous vous rendrez compte que la QVCT, elle est partout et que vous en faites au quotidien. Donc, ce sera mon mot de la fin. Moi, j'aurais envie de dire tester des nouvelles pratiques et partager. Et savoir reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Enfin, la transparence. Je vais rebondir parce que c'est vrai que j'avais oublié que c'était au service de la performance, mais tu parles, Anne, de l'impact. Et l'impact, moi, quand je parle à un chef d'entreprise, je lui dis, oui, ça se voit sur la ligne de ton résultat net au bilan, l'impact final de l'engagement. Et en fait, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous disent aujourd'hui, moi je m'en fous des collaborateurs, et il y en a vraiment qui disent, alors ils ne disent pas comme ça, mais certains le pensent. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, il faut essayer de comprendre pourquoi ces dirigeants
s'éloignent du collaborateur, s'éloignent du social. Ils vous disent « oh, moi, le social, j'en peux plus ». Mais c'est parce qu'en fait, le sujet de l'engagement n'est pas traité. Et comme le sujet de l'engagement n'est pas traité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des collaborateurs désengagés. Et des collaborateurs désengagés, ça fait beaucoup de bruit dans une entreprise. Et pour un dirigeant, tout ce bruit, c'est très dur parce qu'on s'endort avec ça le matin. C'est un lapsus pour dire qu'on ne dort pas beaucoup. Et en fait, finalement, on finit par faire la politique de l'autruche, qui est de se cacher, alors que non, c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps et que ça a un impact énorme sur nos entreprises. Merci, c'était effectivement une longue phrase, mais il n'y avait pas de point au milieu, donc je l'accepte. Et bien sur ce, on va remercier nos intervenants et puis on va pouvoir passer au cocktail. Mais avant ça, je vous partage une petite information. Vous pouvez partager, si vous faites des photos, si on a un photo call d'ailleurs juste à côté, vous pouvez aller prendre des photos. N'hésitez pas à relayer sur les réseaux sociaux. On a un petit hashtag Tech 2024. Vous pouvez taguer Steeple, on vous relaiera et on vous donnera cette visibilité. Et avant d'aller tous ensemble boire un verre et puis se poser autour de... Je pense qu'on ira se poser les questions d'ailleurs au cocktail. On a le temps pour une question? On a le temps pour quelques questions? 5 minutes. Charlotte, tu m'accordes 5 minutes. C'est elle qui décide. Donc, on va prendre 5 minutes pour des petites questions. Si vous en avez, vous pouvez soit les poser à l'écrit si vous préférez. Charlotte, elle n'a pas masqué mes slides. Et vous pouvez soit flasher le QR code, c'est toujours l'application tout à l'heure, et poser vos questions à l'écrit. Sinon, je vous invite surtout à ce qu'on échange directement à l'oral si vous avez des questions. Waouh. Par le travail sur soi. Le travail sur soi, en fait, le numéro 8 n'est pas mauvais en soi. Donc chacun, on a un style de leadership. La question, c'est est-ce qu'on en est conscient et qu'est-ce qu'on donne de soi pour que les autres puissent donner à leur tour. Donc qu'on soit 8, 1, 5, 4, peu importe. Il n'y a pas en fait de typologie psychologique spécifique pour un leader donateur. Mais tu peux lire « Développer vraiment son leadership » aux éditions Viber. Je gagne 80 centimes. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je n'ai pas les questions à l'écrit finalement, donc si vous voulez les poser à l'oral directement, ça sera plus simple. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour une équipe de collaborateurs que vous sentez globalement, en généralité d'entreprise, extrêmement désengagée, très désengagée. Pour vous, ça serait quoi le premier levier, la première chose à faire, la toute petite pierre à mettre en premier pour réussir à recréer un engagement? Parce que essayer de faire de la com interne, essayer de faire des actions, des choses pour essayer de créer de la cohésion, mais sur un socle qui est complètement défait, ça ne sert à rien et c'est contre-productif au final. Alors, écouter, déjà. Maintenant, l'écoute, tu peux l'organiser de différentes manières. Tu as les espaces de discussion. Je fais vraiment la promotion de l'ANACT ce soir. Les espaces de discussion, les EDD au sens de l'ANACT. Donc là où ça va être du collectif, ça peut être aussi tout simplement, effectivement, le manager qui va venir écouter son collaborateur. Et en fait, on pense que c'est très simple finalement d'écouter, mais c'est peut-être un des métiers les plus difficiles. Donc c'est parce que c'est écouter sans interrompre, c'est écouter vraiment en ouvrant les chakras, le bon et le mauvais. Ça peut être des formes d'expression différentes, ça peut être à travers des baromètres QVCT, parce que c'est quand même des outils assez efficaces et on n'en voit pas tant que ça finalement, des baromètres QVCT. Gallup en est un, mais il y en a d'autres. C'est vraiment donner, en tout cas, différents canaux de communication que chaque collaborateur va s'approprier, parce qu'il y en a un qui va être à l'aise avec de l'oral et l'autre de l'écrit, avec je pose mon nom sur un post et il y a une autre personne qui va plutôt préférer l'anonymat.
Alors ça peut se faire effectivement de manière dématérialisée à travers un outil comme Steeple, ou ça peut se faire alone, de l'humain à l'humain, autour d'un café, de manière aussi informelle. Donc il y a aussi le côté formel et informel dans la communication qui est hyper importante. Mais donner des espaces d'écoute et des temps d'écoute, pour moi, c'est le premier peut-être bon conseil à donner, quoi. Vous partagez cette vision? Ouais, j'ajouterais pour la communication non violente, je trouve que c'est aussi une bonne forme. Enfin, il y a l'écoute, mais après, pour pouvoir échanger et entendre, utiliser la communication non violente, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi un outil, je trouve, puissant et qui permet d'apaiser, de permettre en fait de dire les choses. Put the fish on the table. Enfin, faut dire les choses. Je pense que c'est important que les personnes puissent poser les choses sur la table. Et effectivement, dans un climat où elles peuvent le faire sereinement, en confiance, sans être jugées et sans avoir le risque d'être pointées du doigt. Parce que franchement, avec Gallup, je vois, il y avait quand même toujours des risques où une année, pour vous dire, c'est peut-être pas très bien ce que je vais dire, mais on a appris quand même que notre CEO, comme il a fait venir les pays où il y avait des mauvais résultats avec Gallup, les dirigeants ont été convoqués. En gros, il leur a tapé dessus. Enfin, voilà. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Je vous garantis. Notre general manager nous dit « give me 5, give me 5 ». En gros, il fallait mettre 5 partout. Parce qu'il ne voulait pas d'ennui, il ne voulait pas de problème. Donc bon, il faut le faire en tout cas de façon honnête et constructive. Voilà, pour éviter les dérives et que ça se retourne envers. Un petit atelier très simple, SAD, MAD, GLAD. Je ne sais pas si tu connais. Tu mets 3 colonnes. Qu'est-ce qui me rend triste? Donc chacun met des post-it. Qu'est-ce qui me rend fou ou folle, et qu'est-ce qui me rend heureux, joyeux. Et en fait, là, c'est cathartique, quoi. Tu libères la parole. Et puis après, un autre modèle. J'ai fini ma phrase. Donc j'ai emprunté à un modèle de Pierre-Yves Gomez pour la compréhension du travail. Donc il a parlé de 3 dimensions, je me suis ajouté une 4e. La dimension subjective, est-ce que je m'accomplis dans mon travail? Est-ce que je suis fier? Est-ce que j'ai de la reconnaissance? Donc chacun peut s'interroger là-dessus. La dimension collective, qu'est-ce qui fonctionne bien ou mal dans notre collectif? Voilà, la dimension collective, est-ce que j'ai envie d'aller dans cette équipe? La dimension objective, ce que l'on fabrique, ce que l'on sert, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est utile ou pas? Et puis la dimension éthique, donc quel est l'impact de ce que nous faisons pour la société, etc. Et donc en fait, tu traverses ces 4 niveaux, et là, il y a beaucoup de choses qui ressortent aussi. Merci. Je donne le micro parce que sinon... Voilà, je le confisque après. Non, et du coup, on va pouvoir peut-être passer juste à côté pour poursuivre les échanges. Vous pourrez poser vos questions à tous nos intervenants qui seront présents. On aura également une petite démonstration de Steeple pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaitent découvrir l'outil et de savoir comment ça va libérer aussi cette communication interne et améliorer l'engagement. Et enfin, je vous propose qu'on remercie bien chaleureusement nos intervenants de ce soir.